Sommaire de cette édition, au Soudan, une journaliste soudanaise critique du gouvernement s'est plainte dimanche être la cible d'islamistes radicaux qui l'accusent d'avoir insulté l'islam dans l'une de ses chroniques. En Tunisie, le puissant syndicat tunisien de l'Union générale tunisienne du travail a dénoncé dimanche la nomination d'un homme d'affaires comme ministre de la fonction publique et demande au gouvernement de revoir sa copie. Et puis en Malaisie, les révélations sur la mort du demi-frère du numéro 1 nord-coréen se poursuivent. Un ministre a révélé que Kim Jong-nam a succombé à une mort douloureuse. Une journaliste soudanaise critique du gouvernement, Chamel El-Nour, a confié être devenue la cible d'islamistes radicaux et de certains médias après avoir critiqué l'action du gouvernement en matière de santé publique dans une chronique publiée le 2 février dans le quotidien indépendant El Tayar. Elle y dénonçait l'obsession grandissante des régimes islamistes pour les questions de vertu et d'habillement des femmes, plus que pour celles de santé ou d'éducation. Selon cette journaliste, dans 6 ans, moins de 3% du budget du Soudan est alloué à la santé et à l'éducation. Ce n'est pas la première fois que Chamel El-Nour rédige un article critique contre le gouvernement, mais cette dernière chronique a provoqué une virulente campagne à son encontre. L'imam a même condamné les écrits de la journaliste lors de son sermon de la grande prière du vendredi dans une mosquée de Khartoum. Les services de sécurité soudanais ont plusieurs fois saisi les exemplaires de son journal. La nomination de Khalil Gariani comme nouveau ministre de la fonction publique et de la gouvernance fait grincer des dents en Tunisie. Au sein de l'Union générale tunisienne du travail UGTT, cette nomination est fortement dénoncée. La centrale syndicale estime en effet que l'arrivée d'un homme d'affaires à la tête du département de la fonction publique pourrait mener au licenciement d'agents et de fonctionnaires par le biais de la loi sur le partenariat public-privé. Nous voulons que le gouvernement et l'équipe gouvernante prennent leurs responsabilités. Premièrement, vis-à-vis du document de Carthage. Deuxièmement, sur la relation entre le gouvernement et l'UGTT. Troisièmement, sur la situation sociale dans le pays qui est critique. Il y en a qui veulent en finir avec la sédition et l'anarchie en Tunisie. L'UGTT appelle le gouvernement tunisien à revoir cette nomination de Khalil Gariani, qui est un représentant de la centrale patronale et adepte de l'économie libérale. Environ 1100 migrants ont été secourus jeudi au cours de plusieurs opérations en Méditerranée centrale, portant à près de 2500 le nombre de personnes récupérées en pleine mer en 3 jours, ont annoncé les gardes-côtes italiens. Plusieurs navires de gardes-côtes italiens, une unité britannique et une autre norvégienne, ainsi que des bateaux commerciaux et d'ONG ont participé à ces opérations. Mercredi, quelques 730 migrants provenant essentiellement d'Afrique subsaharienne avaient déjà été secourus en Méditerranée et 630 la veille. Mais la plupart de ces sauvetages n'observent pas à la limite les règles humaines. D'abord, un de nos camarades, il a remonté le palan avec quoi on remonte le moteur. J'ai attrapé les billets d'abord. Ici, on remonte la tête et en bas. On te remonte jusqu'au plafond. Si on te remonte jusqu'au plafond, il y a 5 personnes avec des tuyaux, des gros tuyaux comme ça. Un s'arrête ici, un s'arrête ici, un s'arrête ici. On te frappe, on te frappe. On te frappe jusqu'à t'évanouir. 6 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye est toujours plongée dans le chaos et le pays est devenu un carrefour de l'immigration clandestine vers l'Europe. Les passeurs organisent des départs, généralement depuis l'ouest du pays, situé à seulement 300 km. La candidate du Front National à la présidentielle en France est de nouveau sortie de ses gonds.
Marine Le Pen, constatant que la pression judiciaire s'accentue sur elle, appelle les magistrats à ne pas contrecarrer la volonté du peuple. C'était lors d'une réunion publique à Nantes. Alors qu'elle est en tête des sondages de premier tour de la présidentielle, un très proche à elle, Frédéric Chatillon, a été mis en examen dans une enquête sur le financement des campagnes électorales du Front National. La décision judiciaire a été révélée samedi. La justice est une autorité, pas un pouvoir. Les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour l'inventer, pas pour contrecarrer la volonté du peuple, pas pour se substituer aux législateurs. C'est moi qui suis la mieux placée pour parler au nom de la France, en ayant une chance d'être comprise et entendue. Notre projet est en phase avec le monde nouveau, celui dans lequel nous entrons. Il entre en résonance avec le grand mouvement planétaire qui voit le réveil des peuples, le retour des frontières protectrices, le retour des fiertés nationales. Il nous reste 2 mois. La victoire est là, au bout du chemin. Soyez forts, soyez déterminés. En résumé, soyez français. En avant, vive la République, vive la France. Avocate de formation, Marine Le Pen avait déjà demandé jeudi à la justice de ne pas perturber la présidentielle. À Nantes, la candidate d'extrême droite s'en est prise, outre les juges, aux médias, cible d'attaques intensifiées depuis 2 semaines. Elle a, en conclusion, exhorté ses partisans à la mobilisation. Les autorités malaisiennes restent toujours mobilisées pour la manifestation de la vérité autour du décès de Kim Jong-nam, le demi-frère du numéro 1 nord-coréen. Le ministre de la Santé du pays a révélé que le meurtre de Kim Jong-nam avait été perpétré avec du V10, un agent neurotoxique classé comme arme de destruction massive dans un scénario digne de roman d'espionnage. L'homme a succombé à une mort rapide et probablement très douloureuse, a-t-il souligné. Sur des images de vidéosurveillance, on peut voir le demi-frère du numéro 1 nord-coréen approché de dos par 2 femmes dont l'une lui projette apparemment quelque chose au visage. La victime avait ensuite été conduite à la clinique de l'aéroport avant de succomber pendant son transfert à l'hôpital. Les 2 femmes soupçonnées d'avoir administré la substance ont été placées en détention provisoire, de même que nord-coréen. Les 2 suspectes affirment qu'elles ont été dupées, mais la police malaisienne assure qu'elle savait ce qu'elle faisait. La force publique veut entendre 7 autres Nord-Coréens, dont un diplomate de l'ambassade de la Corée du Nord à Kuala Lumpur. Mais 4 des suspects ont fui la Malaisie le jour de l'assassinat. L'enquête s'est alors poursuivie dans un complexe résidentiel de Kuala Lumpur en lien avec les fugitifs. Sur les lieux, des prélèvements ont été effectués aux fins d'analyse chimique. D'autres révélations sont attendues dans les tout prochains jours. Dimanche, ils ont été des milliers de Roumains dans les rues pour, une fois encore, dire halte à la corruption. Moins d'1 mois après son investiture, le gouvernement roumain dirigé par le PSD, le Parti social-démocrate, a suscité un mouvement de contestation populaire sans précédent après avoir pris le 31 janvier de nuit et en catimini un décret assouplissant la législation anticorruption. Face à la fronde, le gouvernement a reculé en abrogeant il y a 1 semaine le dit décret. Une abrogation qui doit être ensuite validée par le Parlement où les sociodémocrates ont une large majorité. Dans la foulée de la pression, le ministre de la Justice, Florian Laudache, artisan du décret, a fini par démissionner. Insuffisant pour les manifestants, il réclame la démission de tout le gouvernement social-démocrate, accusé de vouloir miner la lutte contre ce fléau. Pour des résultats probants, il voit désormais en l'Union européenne un allié de taille dans la lutte anticorruption. Ce rassemblement marquait ici la 27e journée consécutive de manifestations contre le gouvernement. Mais la réponse réplique à la manifestation n'a pas tardé. Toujours au week-end écoulé, plusieurs milliers de personnes ont participé à un rassemblement pro-gouvernemental dans le sud du pays en guise de soutien aux initiatives de l'équipe dirigeante.
Le sud de l'Argentine et du Chili ont pu assister dimanche à une éclipse annulaire de soleil, un anneau de feu autour du disque noir de la Lune qui est ensuite apparu dans le ciel d'Afrique centrale et australe. Le phénomène a été observé à partir de 12h23 GMT, principalement dans la province du Chubut, région de la Patagonie argentine, à plus de 1900 km au sud de Buenos Aires. Là, plus d'une centaine de spécialistes, amateurs et touristes s'étaient déplacés jusqu'à Sarmiento, ville pétrolière, pour voir jusqu'à 97% du soleil masqué par la Lune. C'est vraiment un événement unique parce que ça arrive très rarement en Argentine et encore moins une éclipse annuelle comme aujourd'hui. Donc, c'est vraiment impossible à décrire. C'est juste spectaculaire. J'ai vu 24 éclipses, mais ça fait comme si c'était la première fois. C'est toujours très excitant de voir comment l'anneau se forme. En l'occurrence, le soleil n'était pas totalement éclipsé, mais on pouvait voir l'anneau et c'était super de voir les grains de vallée, comment l'anneau se forme et aussi la réapparition du soleil. C'est beau. Une éclipse annulaire se produit lorsque la Lune passe devant le soleil, mais est trop loin de la Terre pour le masquer intégralement. La Lune devait mettre 2 heures à traverser le soleil, mais l'éclipse annulaire, elle, n'est visible qu'environ 1 minute. Ce moment tant attendu devait être optimal à 13h37 GMT en Argentine. Elle a atteint ensuite l'Afrique par l'Angola et la ville côtière de Benguela vers 15h15 GMT. Son voyage se poursuivant en Zambie et en République démocratique du Congo jusqu'au coucher du soleil. Au Brésil, le célèbre défilé des meilleures écoles de samba de Rio de Janeiro, un spectacle grandiose très attendu du carnaval, a été terni ce dimanche soir par un accident avec un char. Le dernier char de la première école de samba entré en scène a blessé 6 personnes en venant percuter une des tribunes du Sambodrome, une avenue de 700 mètres bordée de gradins à ciel ouvert et de loges pour VIP. Le char a plaqué les gens ici contre la grille. Les gens qui poussaient le char ont été renversés ici sur la grille. Et puis le char a reculé et a à nouveau renversé des gens. Il y a une femme qui a eu une jambe très abîmée, une autre qui est restée coincée contre la grille et un homme qui est resté sous le char. L'énorme camion sur lequel dansaient une quinzaine de personnes s'est écrasé contre le grillage d'une tribune. Il y a 6 blessés, dont de graves, a précisé à la presse le lieutenant-colonel Morgado du service des pompiers brésiliens. Les conducteurs du char auraient perdu le contrôle du véhicule sous la pluie fine qui tombait sur Rio dimanche soir.